Alors, l'urètre, c'est un organe impair. On a un seul urètre et on va étudier aujourd'hui l'urètre masculin parce que c'est le plus long. L'urètre, c'est un conduit musculo-membraneux. Il est affecté à l'excrétion des urines et aussi chez l'homme, on a c'est une voie d'expulsion du sperme. Voilà, elle s'étend du col vésical à l'extrémité du gland du pénis où il s'ouvre par le mien urinaire. Voilà, sur cette vue de pelvis, l'urètre, elle est cachée par la prostate. On va couper la prostate pour voir la partie prostatique de l'urètre. C'est l'urètre prostatique. Par la suite, on a ici la verge ou bien le pénis. Elle est composée de deux corps caverneux, un corps caverneux de gauche et un corps caverneux droit. On va les enlever. Et entre les deux, on trouve le corps spongieux dans lequel on a la partie spongieuse et terminale de l'urètre. On a voilà le gland pour la terminaison de l'urètre, on va l'enlever pour voir voilà notre urètre dans sa partie, le segment spongieux qui est la seule partie mobile. Voilà ici la portion spongieuse et la portion prostatique et la portion membraneuse. Alors, l'urètre, elle s'étend, bien, il naît du col vésical. Cela ici, du col vésical, c'est l'origine. Derrière la symphyse pubienne. Puis, il va descendre en bas et en avant pour entrer dans le pénis, surtout dans le corps spongieux. Voilà. Il est divisé anatomiquement en deux grandes portions. On a une portion postérieure qui est fixe et qui est composée de deux segments. On a le segment prostatique et le segment membraneux qui est un petit segment entre la prostate et le pénis, c'est-à-dire en dehors de la prostate et en dehors du corps spongieux. Et la deuxième portion, c'est une portion antérieure qui est mobile, c'est la seule portion mobile. Elle est présentée par le segment spongieux et comme son nom l'indique, elle est entourée par le corps spongieux. Alors, l'urètre présente un trajet en S inversé avec deux courbures. Donc, on a la première courbure, elle est dorsale, c'est entre la portion membraneuse et la portion spongieuse. Il décrit en courbure en avant et en haut. Voilà. Et la deuxième courbure, c'est une courbure qui est dans le segment spongieux. Il décrit une courbure qui est en bas et en arrière. Alors, l'urètre est constitué de trois segments. On a le segment prostatique qui traverse verticalement la prostate depuis sa base jusqu'à son apex. Et le deuxième segment, c'est le segment membraneux. Le segment membraneux, il naît en arrière du bec prostatique ou bien de l'apex prostatique et il décrit une légère courbure qu'on vient de décrire. C'est une courbure antérieure en avant et en haut pour pénétrer par la suite la face supérieure du bulbe du pénis. Voilà le bulbe du pénis qui est de part et d'autre de corps spongieux. Alors, par la suite, le segment terminal, c'est le segment spongieux et c'est la seule partie mobile. Voilà. Il suit l'axe du corps spongieux et présente une courbure qu'on a déjà vue. C'est la deuxième courbure de l'urètre. C'est une courbure qui est concave en arrière et en bas. Alors, on va couper l'urètre sagittalement pour voir ce qu'on a à l'intérieur de l'urètre, c'est-à-dire la configuration interne. En fait, l'urètre il a une coloration qui est rouge et la configuration interne, il varie selon le segment qu'on a. Commençons par le segment prostatique. Alors, dans l'urètre prostatique, on a ce qu'on appelle la crête urétrale. Et sa partie moyenne, elle est plus développée, c'est-à-dire on peut dire elle est dilatée, c'est ce qu'on appelle le colliculus séminal. Le colliculus séminal ou bien le vromontanum qui est percé par l'utricule prostatique au milieu et de part et d'autre de cet utricule prostatique, on a les canaux éjaculateurs. La deuxième partie, la partie membraneuse, elle présente un prolongement de la crête urétrale et il est entouré par le sphincter strié de l'urètre. Et en arrière, on trouve quoi? En arrière de l'urètre, on trouve les deux glandes bulbo-urétrales ou bien les glandes de Cooper dont les canaux excréteurs traversent le bulbe
de corps spongieux pour par la suite se terminer dans l'urètre spongieux. Alors, le troisième segment, le segment spongieux, dans sa configuration interne, on trouve quoi? On trouve les deux ostiomes de chaque glande bulbo-urétrale. Voilà pour le canal excréteur des glandes bulbo-urétrales. Par la suite, tout au long de l'urètre spongieux, sur sa configuration interne, on a des lacunes urétrales dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales. Mais ici, on ne peut pas les voir, on va les voir sur un schéma explicatif. Et au niveau du gland, on a dit que l'urètre spongieux se termine dans le gland où il s'ouvre par le mia urinaire. Ici, au niveau du gland, avant de s'ouvrir par le mia urinaire, il va décrire une dilatation qui s'appelle la fosse naviculaire. Voilà cette vue latérale de l'urètre qui naît dans le pelvis au niveau du col vésical et en arrière de la symphyse pubienne. Il va traverser la partie moyenne du périnée, puis pour se couder en avant et en bas pour descendre dans le pénis et par la suite il va s'ouvrir dans le gland par le mia urinaire. Et on a dit qu'anatomiquement il est divisé en deux grandes portions, portion mobile postérieure qui est composée de l'urètre prostatique et de l'urètre membraneux. Et puis la deuxième portion, c'est la portion antérieure qui est présentée par le segment qui est mobile et qui est présenté par le segment spongieux. Et on a dit qu'il a une forme de S, il décrit deux courbures. La première courbure, c'est entre le segment membraneux et le segment spongieux. C'est la courbure proximale. Et la deuxième courbure, c'est la courbure distale. C'est au sein de l'urètre spongieux. Et il est composé de trois segments. Le premier, c'est le segment prostatique qui traverse la prostate depuis le col vésical jusqu'à l'apex de la prostate. Deuxième segment, c'est l'urètre membraneux qui est en dehors de la prostate et il va pénétrer par la suite le corps spongieux par son bulbe. Voilà, ça c'est l'urètre spongieux. Alors passons à la configuration interne de l'urètre qui diffère selon le segment. Commençons par le segment prostatique qui traverse la prostate. Ici, il présente sur sa paroi postérieure ce qu'on appelle la crête urétrale. La crête urétrale, c'est tout simplement une saillie longitudinale immédiane qui s'étend sur toute la paroi depuis le col vésical jusqu'à l'apex jusqu'à l'apex prostatique. Alors, au milieu, bien, de la partie médiane de cette crête, on a une autre saillie qui est large, c'est le colliculus séminal ou bien le verumontanum. Voilà sur cette image en 3D, voilà notre urètre prostatique ici et on a dans sa paroi postérieure, on a la crête urétrale qui se bifurque en haut par deux replis, ce sont les freins prostatiques et en bas, il va continuer par sa crête, voilà, toujours sa crête urétrale jusqu'à l'apex de la prostate. Alors, on lui décrit un orifice au milieu, c'est l'orifice de l'utricule prostatique. Et de part et d'autre de cet utricule, on a les orifices pour les deux canaux éjaculateurs. Voilà sur cette vue frontale, toujours on a voilà notre crête urétrale et au milieu on a le verumontanum. Et de part et d'autre de verumontanum, on a les sinus prostatiques qui sont des sillons verticaux situés de chaque côté de la crête urétrale dans laquelle s'ouvrent les conduits des glandes urétrales. Alors, on a fini avec la portion prostatique, passons à la partie membraneuse qui présente le prolongement de la crête urétrale et des plis longitudinaux. Elle est entourée par la ponévrose moyenne du périnée et par le muscle du sphincter strié de l'urètre. Et en arrière, on trouve et latéralement, on trouve deux glandes bulbo-urétrales dont les canaux excréteurs traversent le bulbe du corps spongieux pour déboucher dans l'urètre spongieux. Alors, passons à la partie spongieuse et terminale de l'urètre. Elle présente des plis longitudinaux et elle présente également les deux ostiomes des glandes bulbo-urétrales. Et des nombreuses dépressions, ce sont des lacunes urétrales dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales. Voilà. Et au niveau du gland, on a l'urètre qui se dilate pour former la fosse naviculaire.
Et cette fosse naviculaire, elle présente dans sa paroi antérieure la vulve de la fosse naviculaire. Alors, sur le plan histologique, la structure de l'urètre diffère selon les segments. Pour sa partie prostatique, elle est constituée uniquement d'une tunique muqueuse dont l'épithélium elle est de type urinaire et on a la lamina propria qui est à l'extérieur. C'est un tissu conjonctif en continuité avec le stroma prostatique. Et puis on a la partie membranacée ou bien la partie membraneuse. Il comprend deux tuniques. On a la muqueuse à l'intérieur. En dehors, on a la lamina propria. Et puis la deuxième tunique, c'est la tunique musculaire. La partie spongieuse, quant à elle, elle est aussi formée par une seule couche, c'est la muqueuse. Elle présente, on vient de voir, des invaginations pour les glandes urétrales et des dépressions pour les lacunes urétrales. Sa lamina propria, c'est un tissu conjonctif lâche en continuité avec le corps spongieux. Alors pour l'anatomie topographique, c'est-à-dire les rapports de l'urètre avec les autres organes, ça diffère entre les trois segments de l'urètre, commençons par le segment prostatique. Il est en rapport tout simplement en haut avec le sphincter vésical lisse qui l'entoure, et puis par la base et le sommet de la prostate en bas. Par la suite, la partie membranacée, ou bien la partie membraneuse de l'urètre, elle est située dans l'espace profond du périnée et elle est entourée par le sphincter strié de l'urètre. Elle répond en avant à la symphyse pubienne et en arrière de l'urètre membraneux, on a le muscle transverse profond du périnée qui contient les deux glandes de Cooper ou bien les glandes bulbo-urétrales. Alors on a deux muscles, le muscle transverse profond du périnée droit et le muscle transverse profond du périnée gauche et chacun contient une glande de Cooper. Par la suite, pour la partie spongieuse, l'urètre ici, il perfore le corps spongieux par sa face supérieure en avant du bulbe de corps spongieux. Il est entièrement engainé par le corps spongieux de la verge et il reçoit les canaux excréteurs des glandes bulbo-urétrales. Et dans sa partie balanique, c'est-à-dire sa partie qui est gonflée, l'urètre ici, il comporte au niveau de sa face dorsale la valvule de la fosse naviculaire. Alors, on reprend sur cette coupe frontale de la vessie, de la prostate et de l'urètre. On peut voir l'urètre ici, l'urètre prostatique. Elle est enterrée en haut par le sphincter lisse de la... Alors voilà ici le sphincter lisse ou bien le sphincter interne de l'urètre ou bien de la vessie. Et puis, en bas, on a la prostate depuis sa base jusqu'à son apex. Et puis, la partie membraneuse, on a en bas l'urètre membraneux. Elle est entourée par le sphincter strié de l'urètre. Et toujours, on est dans la partie membraneuse. À côté du sphincter strié, on a les glandes en arrière et latéralement, on a les glandes de Cooper. Alors, pour cette vue latérale, en avant de l'urètre membraneux, on a la symphyse pubienne et la veine dorsale profonde du pénis. Et on a aussi la partie inférieure, normalement ici, du plexus rétropubien, ou bien s'appelle également le plexus Santorini. Et finalement, pour la partie spongieuse, ici, l'urètre perfore le corps spongieux en avant du bulbe de corps spongieux et il est entièrement engainé par le corps spongieux de pénis et elle reçoit toujours, on a dit, les canaux excréteurs des glandes bulbo-urétrales ou bien les glandes de Cooper et dans sa partie balanique, elle comporte au niveau de sa face dorsale la valvule de la fosse naviculaire. Passons à la vascularisation artérielle qui est issue de l'artère hypogastrique. Alors pour la partie prostatique, elle est vascularisée par des branches vésico-prostatiques qui proviennent des artères vésicales inférieures. Et l'artère vésicale inférieure, c'est une branche de l'artère hypogastrique ou bien l'artère interne iliaque. C'est l'artère iliaque interne, c'est la même chose. Ça, c'est pour la partie prostatique. Pour la partie membranaire, les artères, il est vascularisé par l'artère vésicale inférieure, comme pour la partie prostatique, et aussi par les artères rectales moyennes. Et toutes ces artères sont des branches des artères de l'artère iliaque interne. Pour la partie spongieuse, on a la vascularisation
Elle est faite par des branches de l'artère pudendale interne, qui est une branche, bien entendu, de l'artère iliaque interne. Cette artère pudendale interne va donner l'artère du bulbe et des artères profondes et les artères dorsales du pénis. Toutes ces artères euh, assurent la vascularisation artérielle de la partie spongieuse de l'urètre. Passons à la vascularisation veineuse. Le retour veineux est assuré par les veines du pénis et par les plexus veineux prostatiques. Et ce retour veineux se fait dans la veine iliaque interne, puis dans la veine iliaque commune, puis par la suite dans la veine cave inférieure pour que le sang peut revenir dans le cœur pour qu'il soit nettoyé et par la suite éjecté dans le corps humain. Alors, pour le retour lymphatique, ou bien le drainage lymphatique, on a la partie prostatique, les ganglions se mêlent à ceux de prostate, et pour la partie membraneuse, ils rejoignent l'inou iliaque externe, et pour sa partie spongieuse, c'est au niveau des lymphonodes inguinaux, profonds et superficiels, et aussi les lymphonodes iliaques externes. L'énervation, elle est assurée par le plexus hypogastrique inférieur. Et plus précisément, on a les nerfs prostatiques pour la partie prostatique et la partie membranaire. Et on a les nerfs caverneux de la verge pour la partie spongieuse. Alors, récapitulons la vascularisation vasculaire. Alors, pour la partie prostatique, la voilà ici. Elle est vascularisée par l'artère vésicale inférieure, par ses branches vésico-prostatiques. Voilà l'artère vésicale inférieure qui est une branche de l'artère iliaque interne. Et pour la partie membranaire, ou bien membraneuse de l'urètre, elle est vascularisée et par l'artère vésicale inférieure et aussi par l'artère rectale moyenne, qui est également une branche de l'artère iliaque interne, ou bien l'artère hypogastrique, c'est la même chose. Par la suite, on a l'urètre spongieux, qui est vascularisé par l'artère pudendale interne, qui est une branche de l'artère iliaque interne. Et l'artère pudendale interne va donner plusieurs branches. On a l'artère du bulbe, et on a l'artère dorsale de la verge et l'artère profonde de la verge. Toutes ces artères vont vasculariser la partie spongieuse de l'urètre. Alors, on a dit pour le retour veineux, il est assuré par le plexus prostatique et par les veines de la verge. Et puis, le retour lymphatique, il est assuré dans sa partie prostatique par le plexus ou bien par les ganglions de la prostate qui se drainent dans les nœuds iliaques internes et externes. Et pour la partie membranaire, c'est dans les nœuds iliaques externes. Pour la partie spongieuse, c'est dans les nœuds inguinaux et les nœuds iliaques externes. Finalement, l'innervation, elle est assurée par le plexus hypogastrique inférieur qui va donner le plexus nerveux prostatique pour l'énervation de la partie prostatique et membraneuse de l'urètre. Et finalement, on a les nerfs caverneux, toujours sont issus du plexus hypogastrique inférieur pour la partie spongieuse de l'urètre.